Le 4 juillet 2017, le gouvernement Macron a décidé précipitamment que 8 vaccins actuellement facultatifs deviendraient obligatoires. Il s'agit du programme de vaccination pour les nouveau-nés. Nos nourrissons recevront 11 vaccins obligatoires, contre 3 actuellement, sans compter les rappels. Ainsi, un bébé subira entre 25 et 40 injections de cocktails bourrés d'additifs toxiques. Ça fait beaucoup d'agressions pour des petits êtres dont le système immunitaire n'est pas encore mature. Aucun pays au monde n'avait jamais testé pareille mesure. Quelles seront les conséquences sanitaires de cette folie? Voici la position du Conseil scientifique du Collège national des médecins généralistes enseignants, le CNGE. Il n'y a aucun élément scientifique pour attester que cette mesure aboutisse à une meilleure protection, notamment pour les enfants. Il est à craindre que son caractère autoritaire renforce la défiance et la suspicion d'une partie croissante de la population. Traduction, les gars, vous déconnez, les gens vont commencer à avoir des doutes sur vos magouilles. Résultat, les parents ont 2 choix. Choix numéro 1, vacciner leurs enfants contre 11 maladies graves. Geste médical risqué qui peut déclencher un choc anaphylactique et qui augmente le risque de maladies auto-immunes à long terme. Risque d'autant plus réel que parmi ces 11 vaccins se trouve le tristement célèbre Enfantrix Hexa, qui contient de l'aluminium, du formaldéhyde, qui peuvent provoquer la myofasciite à macrophages. Il contient aussi le vaccin contre l'hépatite B, qui peut provoquer la sclérose en plaques, comme vient de le confirmer ce 21 juin 2017 la Cour de justice européenne en condamnant Sanofi. Choix numéro 2. Laisser les enfants sans couverture vaccinale, ce qui revient à s'exposer à des poursuites pénales prévues par la loi, délit de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé de son enfant, peine jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Exclusion des crèches, des écoles et autres services publics, et être séparé de son enfant avec procédure de placement. Pour rappel, l'obligation vaccinale a été supprimée dans la majorité des pays européens, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Islande, Lituanie, Lettonie, Estonie, Suisse, Luxembourg, Espagne, Portugal, Chypre. L'heure est grave. Je vous engage donc à partager au maximum cette vidéo. Et je rappelle que jamais aucune étude scientifique indépendante, c'est-à-dire indépendante d'un laboratoire qui fabrique des vaccins, n'a prouvé l'utilité d'un quelconque vaccin pour l'éradication d'une maladie. Par contre, les études sur les effets secondaires catastrophiques de la vaccination sont légion. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Avec cette loi, soit nous acceptons de vacciner nos enfants et devenons complices d'un crime contre l'humanité, soit nous disons non et devenons hors la loi. Merci de partager. Il faut effectivement que ça c'est pas plutôt les parents, les pédiatres, n'est-ce pas, ne vaccinent pas d'emblée suivant les recommandations officielles, mais tiennent compte de l'état de l'enfant, n'est-ce pas. Si l'enfant a une petite infection, rhinopharyngée, etc., il ne faut pas vacciner à ce moment-là, car on risque une inflammation du système immunitaire, du fait que maintenant les vaccins contiennent des adjuvants très puissants, parce que la protéine vaccinante n'est pas suffisante, donc tenir compte de l'état de l'enfant, et s'il y a, après la première injection, une réaction trop forte, il faut arrêter, pas continuer le calendrier vaccinal. Il faut aussi, je pense, être modéré dans le nombre de vaccins. Il y a des enfants qui maintenant peuvent recevoir 10, 20, 30 vaccins. C'est trop, là aussi, pour une question d'inflammation immunitaire par les adjuvants. On nous propose aujourd'hui une vaccination obligatoire DTP, diphtérie, tétanos, polio. C'est celle de mon enfance. Or, celle de votre enfance n'existe plus. Elle n'existe plus parce qu'elle n'est plus fabriquée. Ils en ont donc fabriqué une où vous avez 3 maladies de plus. L'hépatite B, la grippe et la coqueluche. On veut vacciner les gosses à 2 mois. Or, le système immunitaire de l'enfant n'est pas fini avant 1000 jours. 1000 jours, ça fait 3 ans. On veut le vacciner à 2 mois. Et à 2 mois, ce système immunitaire n'étant pas terminé, il peut y avoir des réactions importantes au niveau de l'allergie. Montre-lui le flacon de thymérosal qu'on conserve dans un contenant en métal parce qu'on en a un peu peur et parce que c'est une poudre très fine. Ça, c'est du thymérosal. L'étiquette dit très toxique.
a des effets cumulatifs, peut endommager les reins, le système respiratoire, la peau et le système nerveux. On mentionne spécifiquement ici que cela peut causer une toxicité de la reproduction et du développement, ce qui veut dire que cela peut causer de l'autisme et d'autres troubles du développement neurologique. C'est quelque chose d'extrêmement toxique. C'est ce qu'on trouve dans le vaccin. Thimerosal, 25 microgrammes de mercure par dose. Bien des gens ne sont pas au courant. Moi-même, je ne le savais pas. J'ai dû faire 2000 injections dans mon temps. Je m'occupe de vaccination depuis 35 ans. Je ne savais pas que contenait du thimerosal. Je crois que bien des médecins ignoraient cela. Ils ne savaient même pas que le mot thimerosal signifiait mercure. Vous avez le lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B, ça l'est un. Vous avez aussi le lien entre la présence de l'adjuvant aluminium et ce qu'on appelle la myofasciite à macrophage, qui est une maladie tout à fait particulière, qui a une forme locale et une forme générale, avec fatigue, avec déprime, avec douleur, un petit peu comme une fibromyalgie, sans que ça soit peut-être une fibromyalgie. On a parlé de la maladie de Lyme, on a un peu mélangé tout ça, mais il y a des liens. Il y a également un lien qui semble de plus en plus précis, au moins aux États-Unis, entre la vaccination contre ROR, rubéole, oreillon rougeole, et l'autisme. Bon, il y a des papiers assez précis là-dessus. Il y a un laboratoire spécialisé italien pour découvrir la vérité et le pot rose. Les vaccins contiennent des nanoparticules. Alors, quand on cherche des atomes, on ne le trouve pas. Quand on cherche des nanoparticules, on trouve. Et on trouve des quantités absolument innombrables de métaux lourds qui expliquent très facilement les pathologies des enfants. Les vaccins contiennent des nanoparticules. Je pense qu'une des raisons essentielles de l'histoire du vaccin, c'est qu'on ne comprend pas comment marchent les vaccins. Tout simplement parce qu'une fois qu'un vaccin a été mis au point, plus personne ne s'intéresse au vaccin. Et si bien que de nos jours, lorsqu'un virus nouveau apparaît, on ne sait pas comment les autres vaccins ont marché et est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres vaccins. Je pense que les progrès, si on veut faire des progrès dans l'avenir dans le domaine de la vaccinologie et des vaccins nouveaux, c'est d'étudier d'abord la réponse immunitaire. Parce que cette histoire de dire j'ai un virus, je l'inactive et j'en fais un vaccin, on voit très bien que si ça marche, ça marche pas, on ne sait pas quoi faire. Le VIH, on ne sait vraiment pas quoi faire parce que on se retrouve devant une situation inédite, c'est-à-dire la protection de l'immunité mucosale. Jamais on a pu faire un vaccin avec une protection mucosale, que ce soit contre la syphilis, que ce soit contre les gonocoques. On n'a jamais pu protéger, tout simplement parce qu'on met toujours la charrue avant les bœufs, c'est ça, hein. Et donc, on ne connaît pas comment marchent les vaccins, et chaque fois qu'il y a un vaccin, on voudrait trouver une solution. On ne connaît pas comment marchent les vaccins, on ne connaît pas comment marchent les vaccins. J'ai jamais approfondi le problème, puisque l'information, on ne la reçoit que des laboratoires. Et le gouvernement met au point un calendrier vaccinal qui évolue dans le temps, et que moi j'ai quitté la pharmacie, que j'avais un petit peu oublié, j'étais resté sur le tétravalent, point barre. Mais là, ce qui m'a mis, comme j'ai un esprit critique un peu poussé, j'ai remis tout en question à la naissance de mon petit-fils qui a dérouillé aussi, et que j'ai accompagné tout à fait fortuitement chez le pédiatre à 2 mois, et ma fille m'avait
pas prévenu, et ma fille sort ces 2 boîtes de vaccins Infanrix Prevnar, ces 2 vaccins associés, on en est à 4 décès depuis le mois de juillet, j'ai pas vu les grands médias beaucoup en parler, hein. Notamment la petite Ayana, hein, on a dit que c'était le SAMU qui n'était pas intéressé, en fait la petite Ayana est morte des suites de la double vaccination Infanrix Hexa et Prevnar, et les affaires se multiplient, pas qu'en France, en Italie, partout ailleurs, il y a des procédures concernant cette double vaccination, d'accord, donc quand j'ai vu qu'il m'avait planté 2 aiguilles sur chaque cuisse à mon petit-fils, j'ai pas eu le temps de réagir, et j'ai questionné le pédiatre, j'ai dit, mais docteur, vous pensez avoir fait un acte médical banal, là, en plantant à 2 mois un nouveau-né qui n'a pas d'anticorps, qui va former son système immunitaire dans le temps pour s'achever vers l'âge de 30 mois, et il me regarde, et il me dit, mais j'applique les consignes des Manitou du ministère, voilà ce que j'ai eu comme réponse. Alors là, devant un petit bout de chute de moi, je n'ai fait qu'un tour. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé par déballer le calendrier vaccinal, et on en est à un calendrier vaccinal complètement aberrant et dangereux, je le dis, il faut le dire, hein, où on plante à un nourrisson une double injection avec 21 valences vaccinales, d'accord, bourrée d'aluminium en plus. 2, 4 et 11 mois, double injection avec cette saloperie de duo de vaccins. Et puis on recommence au 12e mois avec le Méningitech, le problème de Clermont-Ferrand actuellement, où en plus de l'aluminium de ces vaccins, il y a aussi, c'est ce livre, ils sont bourrés de nanoparticules métalliques. Dans le Méningitech, il y a du tungstène, il y a de l'antimoine, il y a de l'aluminium, il y a du chrome, il y a du plomb, il y a du fer, il y a du nickel. Tout ça confirmé par déjà des parents qui ont fait des analyses, pas en France, puisqu'en France, c'est tenu par l'État, donc vous n'avez pas droit à la vérité. Donc ils ont été en Suisse faire ces analyses. Donc c'est confirmé. Pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle des vaccins, les contrôles des nanoparticules? Est-ce des pollutions? On n'en sait rien. Alors c'est ce qu'on appelle un peu les adjuvants. On parle souvent de l'aluminium notamment. Pas du tout. Il y a beaucoup d'adjuvants dont on ne sait pas grand-chose, notamment quand ils sont mélangés en plus dedans. Alors, il y a des conservateurs, il y a des produits qui viennent de sources animales pour cultiver les virus ou les bactéries ou humaines. Hein. On a même contaminé avec la polio, on a contaminé 98 millions d'Américains ont été vaccinés avec un vaccin polio pollué avec un virus simien, hein, ça c'était 55-63, vous voyez, donc qui était cancérigène chez les rongeurs. Et puis des études récentes ont donné que, eh bien, on retrouvait ce virus dans les cancers notamment du cerveau, des poumons, des os et dans certains lymphomes non hodgkiniens. Donc oui, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et on n'a pas les informations. Alors si je résume vos propos, vous expliquez que non seulement les vaccins finalement sont inutiles, mais en plus aujourd'hui la balance bénéfice-risque est très clairement défavorable. Aujourd'hui, j'ai passé quelques 6000 heures en 2 ans sur le dossier des vaccins. Ce serait bien que le corps médical en fasse autant, mais ils n'ont pas le temps. Et comme l'information vient uniquement à sens unique des laboratoires, eh bien, on a du mouvement à se faire. Donc moi, je ne suis pas un anti-vaccinal primaire, puisque j'ai vendu des vaccins toute ma vie. J'ai pris conscience que le calendrier vaccinal aujourd'hui pose des soucis, et j'ai l'intime conviction aujourd'hui que la balance bénéfice-risque, mais alors pèse sur le plateau des risques, mais alors d'une façon... Comment se comporte la justice à l'égard des plaignants? Eh bien justement, j'ai demandé à Marie-Odile Berthelat-Geoffroy, qui a été juge d'instruction pendant 32 ans au tribunal, au pôle sanitaire de santé, qui est devenue une amie, de me faire un chapitre, et elle confirme ce que je dis. C'est que la justice n'est pas indépendante du pouvoir. Dans toutes les affaires sanitaires, qui se terminent toujours par des non-condamnations, par des comment on dit, par des relax, ou des classements sans suite, c'est l'affaire du garde d'asile actuellement, affaire classée sans enquête et sans nomination de juge. Notre justice fonctionne comme dans les républiques bananières. Les vaccins, c'est ahurissant. Pour la fin de l'année, on va être à 42 milliards de chiffre d'affaires mondial. On était à 6-7 milliards il y a 10 ans. Vous voyez vu là? Oui, mais on vous répondra que l'hygiène s'est considérablement améliorée, qu'il y a beaucoup moins de maladies. Non, mais, et que les vaccins sont efficaces. Alors pourquoi on est arrivé... Non, c'est pas les vaccins qui sont efficaces, c'est justement l'amélioration des conditions de vie, l'accès à l'eau potable. On le voit bien. Vous prenez toutes les maladies contagieuses et vous prenez les courbes là où elles existent, États-Unis, Angleterre, Allemagne, un petit peu en France, etc. Mais vous prenez pas à partir de l'introduction du vaccin les courbes.
hein, qui était quasiment à zéro. Vous prenez à partir de l'origine du XXe siècle, de 1900, et là vous voyez que toutes les courbes, à l'introduction du vaccin, on était quasiment en bas. Donc en fait, c'est bien à 90% l'amélioration des conditions. Il n'y avait pas d'égout. Dans nos campagnes, il n'y avait rien. Les toilettes étaient au fond du jardin, etc. Il y avait des risques contagieux. C'est ce qui se passe dans les pays pauvres. Qu'est-ce qu'on pouvait dire, par exemple, sur les vaccinations contre le papillovirus, le vaccin garde-asile? C'est criminel. C'est criminel. C'est criminel. Ce sont des crapules, les gens qui font ça. Qui prônent ça, ce sont des crapules. C'est absolument... Il n'y a aucune justification. Parce que là, justement, les médecins qui ont fait des recherches, comme Spinozzi et Rivari, ont montré à partir des documents du fabricant Merck qu'il n'y avait pas d'efficacité. Et en plus, le placebo est un faux placebo. Ils ont utilisé dans leurs études l'adjuvant aluminique. Donc c'est un véritable scandale, un mensonge pour les médecins. Ça ne m'étonne pas du tout. Ces gens-là font tout pour vous mettre de la poudre aux yeux. Leur seul but, c'est l'argent. Ils veulent. C'est un racket, c'est rien d'autre. Et si en plus ils obtiennent l'assentiment du gouvernement, alors pour eux c'est du pain béni. Un industriel qui veut mettre sur le marché un produit qui va l'enrichir, s'il peut obtenir l'appui des autorités pour vendre ce produit, ben c'est clair qu'il est heureux. C'est le rêve. En Autriche, depuis le décès d'une femme, les autorités autrichiennes ne recommandent plus du tout ce vaccin, ni le remboursent par rapport à la ministre de la Santé. Ça c'est le comble du bonheur pour l'industriel, c'est que non seulement il produit un toxique qui va abîmer votre santé, il va gagner beaucoup d'argent parce qu'il le vend très cher, il a l'assentiment des autorités, puis en plus la gratuité pour le public, parce que c'est financé par la sécurité sociale. C'est merveilleux. Aucune industrie ne peut se flatter de jouir de telles prébendes. C'est magnifique. Mon nom est Françoise Berthoud, je suis pédiatre homéopathe à la retraite actuellement, mais j'ai travaillé à Genève, en Suisse. Et c'est vrai que, en tout cas parmi les enfants que j'ai eus dès tout petit ou même dès le ventre de la maman, et surtout parmi ceux qui ont choisi de ne pas faire de vaccin du tout, c'est remarquable la bonne santé de ces enfants qu'on ne voit jamais en fait, hein, et qui n'ont pas les otites chroniques et les bronchites de tous leurs petits amis de l'immeuble. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. Bon, déjà la sagesse populaire, toutes les mamans qui m'ont dit les enfants des voisins tous vaccinés sont tout le temps malades, etc. Les miens jamais. Quelqu'un qui me dit moi ma fille de 16 ans elle a jamais reçu de vaccin, quand elle est malade ça dure 3 jours, des choses comme ça. Donc le quotidien de ce type de médecine. J'ai aussi regardé dans la littérature ce que je trouvais, et tout autour du monde il y a des gens qui ont fait des études, en particulier avec les enfants qui n'ont pas reçu le vaccin coqueluche. Donc, ce qui a été fait par Michel Audin, d'une part, et d'autres chercheurs. Michel Audin, qui est un chirurgien obstétricien français, qui maintenant est à Londres, et qui étudie les conséquences du très jeune âge sur la pathologie de l'adolescent ou de l'adulte dans son institut. Donc lui a pris des enfants soit d'école Steiner, soit de groupes d'allaitement maternel prolongé. Et il a prouvé, donc statistiquement, que ces enfants avaient jusqu'à 4 fois moins d'asthme dans leur enfance, ceux qui n'avaient pas été vaccinés contre la coqueluche. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est par rapport à l'autisme. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites, non pas par les médecins conventionnels, mais par d'autres gens, sur les rapports entre l'autisme et la vaccination. D'une part, le rôle du mercure, des métaux lourds dans les vaccins, et d'autre part, le rôle du virus du vaccin rougeole. Et l'autisme est un problème de comportement qui est 100, 200, 300 fois plus fréquent maintenant que quand il a été décrit il y a une 50aine d'années, et beaucoup de chercheurs attribuent ce fait aux vaccinations et à d'autres pollutions comme les amalgames dentaires, etc. Et il a été prouvé dans 2 communautés importantes aux États-Unis, d'une part la communauté des Amish,
qui sont des gens qui vivent à la campagne avec des rites qui datent de plusieurs siècles en arrière. Et dans une autre communauté à Chicago, où des médecins font des accouchements à la maison, ça s'appelle Home First, et suivent des dizaines de milliers d'enfants qui sont très peu vaccinés ou pas vaccinés. Et ils voient aussi qu'il n'y a pas d'autisme et qu'il n'y a pas non plus, qu'il y a aussi beaucoup moins d'asthme dans ces populations-là. My phone rings, and it's Dr. William Thompson. You and I don't know each other very well. You have a son with autism, and I have great shame now. There's a whistleblower from the CDC who's going to come out and say that the CDC had committed fraud on the MMR study and that they knew that vaccines were actually causing autism. My oldest son, Ian, was walking and running. After the vaccine, he was no longer able to do that. So I called the clinic and I said, I think my child's had adverse reaction to those shots. And then came the head bang, the constant banging against anything that he could find. Right now, I'm sitting in a very pretty position in terms of providing you a lot of information. The first thing that Thompson did was to plot a graph. Now, if there's no link between early MMR and autism, those two lines should track together. Now, they do track together until they get to 15 months. Then they separate, and they continue to separate thereafter. And they sliced and diced the data in an effort to get rid of that effect. The relative risk of receiving an autism diagnosis was astronomical. Wow. The CDC had known all along there was this MMR autism risk. In CDC's judgment, the best public policy is to continue vaccination unchanged. You who run our health agencies in this country, you have an obligation to make sure that these studies are complete, thorough, so that we have all the facts. Oh my God, I cannot believe we did what we did. But we did. Omission of crucial data, destruction of documents, misleading the Congress, grievous harm to innocent children. Everything I've been telling my patients for the last 10 years has been based on a lie and a cover-up. Parents should be able to count on federal agencies to tell them the truth. In 1978, the prevalence of autism was about 1 in 15,000 children. If we assume that things are going to continue as they have, we can predict that by 2032, 80% of the boys born will end up on the autism spectrum. Half the children, 80% of the boys. It's a vast number of children who are being diagnosed with autism every day. This is going to be a complete catastrophe if we just let it happen. C'est une constatation. C'est une constatation, il n'y a pas de pharmacocinétique pour les vaccins. Ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est qu'il n'y a pas d'études, comme pour la pharmacocinétique, il n'y a pas d'études de mutagénèse, de cancérogénèse ou de génotoxicité pour les vaccins. Pour les autres médicaments, on fait ces tests. Pour les vaccins, ça n'est pas requis. Alors, je prends un autre exemple. Le Gardasil, dont on a beaucoup parlé aussi récemment, qui est un vaccin dirigé contre l'infection des voies génitales féminines par les papillomavirus, eh bien, pour ce Gardasil, il n'y a pas de test de reprotoxicité, de test de mutagénèse, etc. C'est quand même invraisemblable. C'est invraisemblable. Alors, un troisième critère auquel les vaccins échappent, ils échappent au véritable placebo. Quand on fait une étude de tolérance, d'efficacité ou de tolérance, on compare le nouveau produit qu'on met au point à un produit neutre. Par exemple, un liquide physiologique, de l'eau salée qui a la même concentration que le plasma sanguin, c'est un placebo, c'est neutre, puisque ça a la même composition que le plasma sanguin. Eh bien, les vaccins ne sont pas testés contre de vrais placebos. On va tester par exemple un vaccin, alors je n'ai pas d'exemple précis à l'esprit, mais on va tester un vaccin contre un vaccin déjà mis sur le marché, dont on connaît les effets secondaires.
et on va dire, oh ben le nouveau vaccin ne fait pas plus d'effets secondaires que le vaccin qui est déjà sur le marché, donc il est tout à fait acceptable. Oui. Mais on ne l'a pas contrôlé contre un véritable placebo. C'est-à-dire par exemple qu'on va contrôler un nouveau vaccin contenant un adjuvant aluminique, de l'aluminium, eh bien on va le tester contre un vaccin qui contient ou contre un liquide qui contient lui aussi de l'aluminium. Donc c'est pas un vrai placebo, puisque dans les deux cas il y a l'aluminium, on ne pourra pas faire la différence. Oui. Et j'ai écrit un livre à ce moment-là qui s'appelait La dictature médico-scientifique, qui a très très bien marché. Et je devais avoir justement les bonnes feuilles, enfin un gros document sur Match, parce que c'était chez Philippe Aki, qui est le propriétaire de Match. Et le directeur de Match m'a téléphoné une fois qu'il a lu le livre, il m'a dit, écoutez, votre livre est superbe, mais alors il y a un chapitre dont je ne peux pas en parler, parce que vous avez osé aborder le chapitre des vaccins, et les vaccins c'est un sujet tabou, on ne doit pas en parler en France. Je dis, bon, si on ne doit pas en parler, alors évidemment, ça m'a donné envie d'en parler. Et j'ai enclenché le truc des vaccins après. Et alors, quand on ouvre ça, c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire que vous commencez à ouvrir, à investiguer là-dedans, et vous vous rendez compte que tout est mensonge. Que tout ce qu'on nous dit est faux. Ou que la plupart des choses qu'on nous dit sont fausses au sujet de la santé, de l'agriculture, de l'écologie. Enfin, tout ça, c'est du baratin. Et on est complètement conditionné par des pouvoirs complètement corrompus. Et alors, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter parce qu'on se rend compte qu'il faut toujours des nouvelles informations et il en arrive sans arrêt des nouvelles. Voilà. Donc, c'était mon combat. Moi, j'ai fait le même cheminement que Sylvie un peu plus tard, c'est-à-dire que j'ai écrit toute ma vie des chansons d'abord, des bouquins sur d'autres sujets, et au moment de la grippe H1N1, je me suis rendu compte effectivement de toutes les incohérences, de tous les mensonges que je retrouvais étalés dans les journaux, et j'ai commencé à enquêter, et effectivement, quand on commence à dérouler le fil, on peut plus s'arrêter, parce que on se rend compte à quel point on a été manipulé, et à quel point tout ce qu'on nous dit est dangereux, parce que si on écoute ce qu'on nous dit, on fait vraiment des choses qui sont dangereuses pour notre santé, et que ce soit effectivement dans l'agriculture, dans la nourriture, dans les vaccins, voilà. Et donc un jour, en parlant avec Sylvie, on s'est rendu compte qu'effectivement le plus gros problème, c'était la désinformation qui régnait, et ce qu'on nous obligeait ou ce qu'on nous conditionnait à croire, d'où ce bouquin. Il y a plusieurs sortes de médecins qui vont à l'encontre de ça. Il y a ceux qui croient ce qu'on leur dit, parce que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont abonnés gratuitement, et la plupart du temps, au quotidien du médecin, qui est une vitrine de publicité pour tous les laboratoires. Donc ils avalent ça, ils n'en sortent pas, ils sont complètement conditionnés. Justement, on parlait du conditionnement, c'est le conditionnement. Ensuite, il y a les médecins qui savent très bien ce qui se passe, qui ne vaccinent pas leurs enfants, qui ne se vaccinent pas, et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils seraient renvoyés immédiatement du Conseil de l'Ordre. Ça, c'est aussi très très important, il y en a une grande quantité. Et puis il y a ceux qui sont dans le doute, et puis alors il y a ceux qui sont payés par les laboratoires, justement parce que tous ceux qui sont à des postes clés sont des gens qui sont responsables, qui sont payés par les laboratoires, qui ont des liens d'intérêt. Alors de temps en temps, effectivement, il y a un petit scandale qui sort, on parle des liens d'intérêt, monsieur Xavier Bertrand nous dit on va changer la FSAP, etc., etc. On ne change rien du tout, on change le nom de nouveau, et on ne change rien d'autre. Et ça continue, et ce sont les intérêts qui mènent le monde. Et que les enfants soient en meilleure santé, il n'y a jamais eu d'études qui ont été faites, à part celles qui ont été faites dernièrement par l'Institut Koch en Allemagne, mais les gens ne le savent pas. Moi, je rencontre des gens qui me disent « Oui, mais si vous êtes bien content d'avoir été vacciné pour ne pas être malade. » Je dis « J'ai jamais été vacciné, et je suis jamais malade jusqu'à maintenant. Donc, je ne vois pas pourquoi on a peur des maladies. » Gehen wir gleich mit in die Tatsachen rein. Du hast Sachen ausgewertet, die du vom Robert-Koch-Institut bekommen hast. Ja. Was ist das Robert-Koch-Institut? Das ist die oberste deutsche Gesundheitsbehörde, die sich mit Infektionskrankheiten beschäftigt. Mhm. Und am besten nimmst du jetzt mal die Zeit, um vorzustellen, was du da gemacht hast. Das Robert-Koch-Institut hat 3 Jahre lang in Deutschland 18.000 Kinder und Jugendliche befragt. Das waren sehr aufwendige Befragungen und Untersuchungen.
sodass am Ende von jedem Kind ungefähr 1500 Werte vorlagen, also Antworten auf Fragen oder eben auch Untersuchungen von Blut oder Urin. Das heißt, man wollte in dieser Studie eine umfassende Aussage bekommen über die Gesundheit der deutschen Kinder. Man hat die Kinder repräsentativ ausgewählt, das heißt, diese Stichprobenstudie spiegelt den Zustand der deutschen Kinder allgemein wider. Man darf also die gewonnenen Daten hochrechnen und bekommt damit allgemeingültige Aussagen für die deutschen Kinder. Die Studie ist, Entschuldigung, die Studie ist also groß genug angelegt, dass man sagen kann, sie ist zuverlässig, dass man hochrechnen kann und allgemeingültige Rückschlüsse ziehen kann. Gut. Wir wussten, dass die Studie gemacht wird, die wurde sehr groß beworben und angekündigt und wir wussten auch, dass beispielsweise Daten über Impfungen erfasst werden. Das war schon sehr früh bekannt über den Impfstatus, das heißt gegen was und wie oft ist ein Kind geimpft oder ein Jugendlicher. Also in die Studie wurden Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 17 Jahren einbezogen. Dann einen Zusammenhang hergestellt zwischen Impfung und Gesundheitszustand und verglichen, wie gesund sind Geimpfte und wie gesund sind ungeimpfte Kinder. Und da gab es dann doch ziemlich große Unterschiede. Da gab es große Unterschiede und zwar mehr, als wir hier erwartet hätten. Ich habe das Ganze also in Folien, jetzt muss ich mal schauen. Das ist jetzt, sind Zusammenhänge zwischen Impfungen und Allergien. Die hellgrauen Säulen stellen die Ungeimpften dar und die dunkelgrauen die geimpften Kinder. Das erste Säulenpaar, da geht es um Heuschnupfen, beim zweiten Säulenpaar um Neurodermitis und beim dritten Säulenpaar um eine Nickelallergie. Und man sieht also, dass in allen drei Bereichen die ungeimpften Kinder wesentlich gesünder sind als die Geimpften. Das heißt, es ist letztendlich der Beweis, dass ungeimpfte Kinder einfach insgesamt eine wesentlich stabilere Abwehr haben. Donc ils ont remarqué que même, par exemple, les enfants vaccinés, on ne penserait pas à ça, portent beaucoup plus souvent des lunettes, ont des scolioses, donc des maladies qui n'ont aucun rapport. Des maladies respiratoires, moi rien que dans mon entourage, je suppose que c'est la même chose pour tout le monde, il y a beaucoup de bébés qui ont des problèmes respiratoires. Alors effectivement, dans ma famille, enfin dans les gens autour de moi, on les amène un jour à l'hôpital, ils restent 3 jours à l'hôpital en observation, ils ressortent, on ne sait pas ce qu'ils ont. On ne sait pas ce qu'ils ont eu, ça a passé, bon. Mais quand on regarde par exemple les taux d'asthme sur les bébés vaccinés, on comprend d'où ça vient. Vous savez qu'il y a quand même une chose qui est très importante à savoir, les gens ne le savent pas, c'est que quand vous voyez les croquis, vous savez, on vous dit le vaccin est arrivé, grâce à ça il n'y a plus du tout de maladies, les maladies ont disparu. Pas du tout, quand vous regardez les croquis, on voit que les maladies, il y a des pics de maladies, effectivement, il y a des moments où il y a eu des épidémies, et tout d'un coup la maladie a baissé, et au moment où elle est au plus bas ou presque, à ce moment-là on introduit le vaccin, et on vous dit, oui mais regardez, c'est grâce au vaccin que la maladie a disparu. C'est pas vrai. Savez-vous que lorsque l'OMS vous montre les courbes de décroissance des maladies infectieuses suite à des vaccinations, savez-vous que c'est de la falsification? Rockefeller a aussi aidé à la création de l'OMS, en la finançant dès le début via sa fondation. L'Office mondial de la santé est un organisme largement influencé par le cartel pharmaceutique. Son objectif principal est de développer l'industrie du médicament à travers le monde et de protéger les intérêts des grands groupes pharmaceutiques. Parce que, en fait, vous voyez la courbe qui commence en 1985 et puis la courbe décroît jusqu'en 2000-2005. Et on dit, regardez, on a vacciné cette année-là et depuis lors, ça décroît. Prenez maintenant 100 ans, ça fait 140 ans que les vaccins existent. Et alors, ce dont vous vous rendez compte, c'est qu'en fait, la courbe était 10 fois plus haute et elle était en décroissance depuis 90 ans. Et puis, on a vacciné en 85, il y a eu un pic, mais celui-là, on le coupe. Donc, si on a vacciné en 84, on monte les chiffres à partir de 85, vous voyez. Donc, il y a un pic et puis la courbe continue à descendre. Mais en plus,
jamais, 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 aucun vaccin n'a apporté quoi que ce soit en termes de santé publique, sauf les maladies. Et c'est complètement contre ça que je me bats. La maladie n'a pas disparu grâce au vaccin. Et les laboratoires font, pour en revenir à la santé, effectivement, les laboratoires font une publicité énorme pour arriver à gagner beaucoup d'argent, font une pression énorme. Et justement, on parlait de conditionnement, et ça c'est très important. On est conditionné par la peur. J'aurais écouté à la télé il y a depuis 2 ans, je me serais fait vacciner 45 fois, grippe A, grippe X, grippe H1N1, des milliards de morts. Je vous rappelle que c'était sur vos chaînes. C'est un autre procès. Oui, mais c'était sur vos chaînes que vous l'annonciez, je suis désolé. Les gens, et c'était seulement sur Internet, qu'il y avait l'affichage du CV de Bachelot, qui a fait un phénomène de revolving doors entre les lobbies pharmaceutiques et les postes ministériels. C'est-à-dire qu'ils travaillent 2 ans à tel poste et qu'ils reviennent et qu'ils se donnent des petits coups de pouce entre eux. Et ça, je crois que c'est la seule chose. S'il y avait un vaccin qui était utile sur la Terre, ce serait un vaccin contre la peur. Moi, j'ai par exemple un blog, et j'ai la personne qui le tient très gentiment m'a dit un jour, j'ai des amis qui me disent, je ne vais pas aller sur le blog de Sylvie Simon, parce que j'ai peur d'avoir peur. Alors, vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont peur et qui préfèrent ne pas connaître la vérité. Et ça, je crois que c'est les 9/10 de l'humanité, parce que ça leur ficherait tout leur paradigme en l'air. Il faudrait changer de façon de voir les choses. C'est aussi parce que je pense qu'on est depuis quelques générations conditionnés à ça, à croire ce qu'on nous dit dans les médias et à pas rentrer chez soi et à se poser des questions. Donc les gens, dès qu'on les sort de ce contexte où on leur donne un prêt à penser, un prêt à croire, un prêt à vivre, un prêt à manger, dès qu'on les sort de ça, ils sont effrayés et c'est ce qui permet de les conditionner, de les manipuler et pendant ce temps à une petite minorité de faire ce qu'ils veulent. Et dès l'école, on est manipulé. Dès l'école, on est conditionné.